Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 20 décembre 2021 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné et commençons par Radio France Internationale. La capitale sénégalaise a accueilli ce dimanche 19 décembre une marche blanche défend ce mouvement se mobilise contre les violences aux enfants. Dimanche intervient à la suite d'un fait divers tragique avec la mort d'un enfant qui a ému tout le Sénégal. Enchaînons avec France 24 où nous lisons la Turquie va envoyer 15 millions de doses de vaccins anti-Covid en Afrique, a promis samedi le président réunissant plusieurs dizaines de régions du continent à Istanbul. C'est le troisième sommet du genre. La Turquie et une centaine de responsables africains réunis pendant 2 se sont engagés à enfoncer leurs liens et leur coopération illustrant l'investissement croissant d'Ankara sur le continent. Et on la croix. Plus l'échéance s'approche, plus l'élection présidentielle prévue le 24 décembre en Libye semble compromise. Les lois électorales sont contestées, les incidents se multiplient, les législatives ont les 385 postulants, tous sans cesse reportés. Ah oui, du présidentielle, la liste des candidats se fait toujours attendre. La question est de savoir qui a l'autorité pour annoncer son report. Le Monde. Les autorités ont fermé des ponts menant au centre de la capitale en prévision de la mobilisation dimanche après-midi contre l'armée qui a suspendu la transition démocratique. 3 ans après le début de la révolution au Soudan qui a renversé Omar el-Béchir, après 30 ans de dictature, les partisans d'un régime civil s'apprêtent à redescendre dans les rues contre la suspension de la transition démocratique. Des soldats armés dans des véhicules étaient également positionnés près des ponts après des mitrailleuses placées sur certains d'entre eux. La 9e session de la conférence des États parties des Nations Unies contre la corruption s'est déroulée du 13 au 17 décembre à Sharm el-Cheikh. Cette conférence rassemble les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption pour examiner sa mise en œuvre et discuter des moyens à même de renforcer la lutte contre la corruption. Le point avec Dalia Karam. Les travaux de la 9e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption ont été lancés lundi 13 décembre 2021 à Sharm el-Cheikh en Égypte. Cette réunion de 5 jours qui s'est tenue sous format hybride a rassemblé environ 2700 participants, dont 10 chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'organisations régionales et de la société civile, des universitaires, des chercheurs et des représentants du secteur privé. Cette conférence bisannuelle rassemble les États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption pour examiner sa mise en œuvre et discuter des moyens à même de renforcer la lutte contre la corruption. Parmi les sujets phares qui ont été abordés lors de cette 9e session figuraient la prévention, le recouvrement d'avoirs, la coopération internationale, les questions de propriété de facto et les moyens permettant de faire avancer les engagements pris dans la déclaration politique de la session extraordinaire l'Assemblée générale sur la lutte contre la corruption. La conférence s'est arrêtée également sur la promotion du développement durable, la relance post-Covid et la stabilité économique et politique. Selon les organisateurs, la 9e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption constitue un jalon mondial pour améliorer la coopération internationale contre la corruption et aider le monde à se remettre avec intégrité de la pandémie de la Covid-19. La Convention des Nations Unies contre la corruption est entrée en vigueur en décembre 2005. Elle a été ratifiée par tous les États membres des Nations Unies.
En vertu de la Convention, les États sont juridiquement tenus de prévenir et de criminaliser la corruption, de renforcer la coopération internationale, de restituer les fonds pillés et d'améliorer l'assistance technique et l'échange d'informations dans les secteurs publics et privés. La 9e session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption s'est dans la ville égyptienne de Sharm el-Sheikh. L'adjoint du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau des Nations Unies pour les drogues et le crime, Dr Reda Wali, a dit que l'Égypte a des stratégies nationales pour lutter contre la corruption. Et j'ai avec moi en ligne Dr Passent Fahmy, experte en économie, qui va nous jeter la lumière sur cette conférence. Bonjour, Dr Passent Fahmy. Allez-vous cette conférence extrêmement importante. Et je répète, extrêmement importante. La corruption est très dangereuse sur le monde entier, beaucoup plus dangereuse que les épidémies, beaucoup plus dangereuse que les guerres. La corruption détruit l'économie. Et quand l'économie est détruite, on n'a pas de pays. Il y a le chaos. Alors là, la conférence est faite tout d'abord, pourquoi en Égypte? Parce que l'Égypte a une stratégie très bien compréhensive, très bien faite, mise en place pour combattre la corruption, non seulement sur le territoire égyptien, mais pour lancer ça en Afrique aussi. Parce que l'Afrique, c'est un continent très riche et très pauvre. Pourquoi? À cause de la corruption. Et tous les pays dont on voit où ils ont des richesses vues par les yeux, si vous voulez, mais en même temps, ce sont des pays très pauvres, des problèmes. Alors finalement, le monde découvre que le monde la corruption en Afrique et de la région, il faut qu'on et les plus les problèmes, les guerres, quand vous voulez, le changement de climat, non, la corruption est beaucoup plus sérieuse. C'est pour cela que cette conférence-là est très importante. Inch'Allah, nous allons lancer la stratégie et mettre en place une façon d'application. Ce n'est pas question d'avoir seulement des conférences, mais il faut dire comment on va la faire, quel est l'objectif de tout ça, comment les peuples vont gagner et comment la stabilité dans la région va être établie. C'est une région très riche, mais très mal, si vous voulez, investie. Et si on veut commencer d'investir et de développer notre région et les régions qui nous entourent, on va commencer par combattre la corruption. Docteur Passent Fahmy, quels sont les outils indispensables pour lutter contre ce fléau ou ce phénomène dangereux, la corruption? Tout d'abord, nous devons avoir sur place les lois. Mais les lois tout seules ne sont pas regardez les gens, qu'est-ce qu'ils font? Nous devons avoir sur place un système électronique, seulement pour découvrir la corruption, mais pour la stopper. Et ce système électronique existe dans les pays avancés. Oui. Alors la coopération avec les membres qui sont présents dans la conférence, qui ont été présents, la coopération avec les pays avancés va mettre en place un système électronique, technologique, pour non seulement stopper la corruption, mais aussi éviter tout à fait corruption sur les pays. Tout le monde va être, si vous voulez, sous la vue par tout le monde. Et ça, c'est pas facile à faire. Oui. Ça va coûter beaucoup. Nous avons besoin d'une particulier, mais le monde entier, c'est-à-dire le monde entier a pris une décision que le monde entier doit combattre la corruption pour la stabilité sur Terre. Alors je répète, le côté technologique est très important, l'infrastructure technologique aussi, oui. L'éducation et à la fin sont les lois, parce que les lois, on peut avoir des lois, mais difficiles à appliquer. Mais oui. Quand tout le monde est vu, électroniquement, technologiquement, c'est beaucoup plus facile de stopper la corruption. Oui. Docteur Passent Fahmy, quel est le rôle de la stabilité politique dans la lutte contre la corruption? Écoutez, madame, il n'y a pas une stabilité politique.
On n'a pas honnêtement un pays stable. C'est-à-dire la politique, c'est la loi qui dirige les pays. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on va aller? Nous devons avoir aussi une transparence, c'est-à-dire tout doit être plus transparent. Si vous voulez, tous les chaînes, que les gens parlent, si vous voulez, les gens sont vus partout. Alors quand on a sur place une politique, une stratégie bien vue comme la nôtre, parce que Monsieur le Président, depuis qu'il a été élu, il a eu cette vision claire. Nous sommes un pays très riche et très pauvre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vraiment un système avancé pour combattre la corruption et utiliser nos ressources. Et c'est pour ça que le monde entier a choisi l'Égypte pour avoir cette conférence, parce que nous sommes sérieux. On veut mettre en place un plan avancé. Alors ça, c'est le côté politique. Si nous avons une décision politique pour vraiment combattre la corruption, on va atteindre ce qu'on veut. Et nous avons cette volonté. Mais je répète, madame, nous devons avoir une coopération du monde entier à cause du côté technique et électronique. Oui. Parce que ce n'est plus comme avant, on va marcher derrière les voleurs pour les voir. Ça Bien doit sûr. être un système qui voit tout électronique. Oui. Il Et voit l'Égypte et a il est déjà vu. commencé et elle a réussi à mettre en valeur, comme vous l'avez mentionné, de façon technique ou numérique de toutes les institutions du pays. Voilà, ça c'est le côté le plus important. Oui. La corruption est suivie électroniquement. Oui. Nous vous remercions infiniment, Dr Passant Fehmi, expert en économie, pour cette intervention. Merci d'être avec nous. Et enchaînons avec l'Afrique. Alors, le nombre de nouveaux cas de la Covid-19 double dans les 5 jours, rythme le plus rapide enregistré depuis le début de l'année, comme l'a indiqué la directrice de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, force de constater moins de morts que lors des précédentes poussées épidémiques, a tempéré Dr Matshidiso Moeti. Elle ajoute que le nombre de décès a même diminué de 19% par rapport à la semaine précédente. Plus de détails avec Dalia Karam. L'Afrique est frappée par une 4e vague de la pandémie du nouveau coronavirus provoquée par le nouveau variant Omicron, détecté pour la première fois le 24 novembre en Afrique du Sud, après avoir connu la plus rapide augmentation hebdomadaire du nombre de nouveaux cas depuis mai 2020. Au total, plus de 2700 cas d'Omicron ont été signalés dans 59 pays à travers le monde, dont 11 pays africains comptant pour 33% du nombre global de cas selon l'OMS. Avec Omicron, l'Afrique du Sud reste de loin le pays africain le plus touché par le virus. Le pays a recensé le plus grand nombre de cas ces 7 derniers jours, avec 122 870 contaminations selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels. Le nombre de tests qui arrivent dans les laboratoires a explosé ces dernières semaines et le taux de positivité est le plus haut jamais atteint, soit 28,9%. Le pays, qui enregistrait jusqu'à 20 000 nouveaux cas par jour en moyenne en juillet, tourne actuellement autour de 17 000. Seuls les décès n'ont pas connu d'augmentation significative jusqu'ici, la plupart des patients présentant de faibles symptômes à ce stade. Le gouvernement, qui lutte contre un rejet du vaccin, notamment chez les jeunes, a annoncé une dose du vaccin Pfizer accessible dès janvier. Les scientifiques longent encore l'efficacité des vaccins contre le variant en nombre. Non loin au Lesotho, le petit royaume mieux enclavé dans le territoire sud-africain est le pays du monde où les contaminations ruent le plus vite ces derniers, soit 425% d'augmentation hors micro. État est parmi les pays ayant enregistré 50 cas pour 100 000 personnes. De quelques cas par jour début novembre, les chiffres ont bondi à 1133. Les restrictions sanitaires ont aggravé la pauvreté dans ce pays parmi les 30 plus déshérités au monde, qui importent d'Afrique du Sud 85% des biens consomment. Le scénario est le même dans plusieurs pays d'Afrique australe.
Couvre-feu, quarantaine, preuve de vaccination pour entrer dans les bars. Le retour de sévères restrictions dans la foulée de la découverte d'Omicron n'a pas empêché une forte hausse des infections. Le Zimbabwe est le deuxième pays au monde où les contaminations augmentent le plus vite et a atteint des records avec 4300 nouveaux cas par jour ces 7 derniers jours. Comme ailleurs, cette augmentation n'est pour le moment pas accompagnée d'une hausse des décès et la pression reste supportable pour un système de santé aux abois dans un pays au bord de l'effondrement économique avant même le Covid. Il y a un mois, la Namibie enregistrait quelques dizaines de cas par semaine. Aujourd'hui, c'est le troisième pays au monde où les contaminations augmentent le plus rapidement par rapport à sa population, soit plus 327% au cours des 7 derniers jours avec 3169 cas. Les autorités sont confrontées à un fort rejet du vaccin et seuls 12,1% des 2,4 millions de Namibiens sont complètement vaccinés. Des dizaines de milliers de vaccins ont récemment été détruits, périmés, avant d'avoir pu être utilisés, alors que le continent est en retard pour immuniser sa population de 1,2 milliard d'habitants. Mais c'est dans la dernière monarchie absolue d'Afrique, les Swatini, que les choses s'accélèrent. C'est désormais le pays avec le plus fort taux d'incidence en Afrique. 388 cas pour 100 000 personnes ces 7 derniers jours. Le petit pays a battu son record de contamination. 158 cas enregistrés un quart de population de 1,2 million d'habitants dont les 2 tiers vivent sous le seuil de pauvreté et vaccinés. Une grande partie ne croit pas au vaccin et privilégie la médecine traditionnelle. Les masques sont rarement portés en zone rurale malgré la menace d'arrestation. Reste que le vrai problème concernant l'Afrique est moins le rythme de contamination au variant Omicron, le faible taux de vaccination. Selon les dernières projections de l'OMS, l'Afrique pourrait n'atteindre l'objectif des 70% de vaccins contre le Covid-19 qu'en août 2024. La barre des 70% est considérée comme essentielle pour contrôler la pandémie, a rappelé le Bureau régional d'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de son point de presse régulier en ligne. Or, au 13 décembre, seulement 20 pays africains avaient vacciné au moins 10% de leur population. Seulement 6 avaient atteint les 40% de vaccinés et seulement 2, Maurice et les Seychelles, en étaient à 60%. Au rythme actuel, l'OMS estime qu'il faudra attendre mai 2022 pour avoir en Afrique une couverture vaccinale de 40% et août 2024 à 70%. Alors, je vous laisse avec le Maroc et la bourrida, dérivée de baroud, qui signifie poudre à canon, qui est un art équestre ancien datant du XVe siècle. Ce genre de sport est le sujet d'un dossier qui avait été officiellement déposé auprès de l'UNESCO. Je vous laisse avec Shams Nemi. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous sur Nile TV International. Au revoir. Ce sport équestre de tradition marocaine frappait à la porte de l'institution depuis 2019, date à laquelle un dossier avait été officiellement déposé auprès de l'UNESCO. Pratiquée lors de grands événements dans le royaume, cette discipline traditionnelle est très populaire. Elle met en avant un savoir-faire ancestral avec le maniement de mousquets, ces anciennes armes à feu dans une succession de parades militaires reconstituées selon les rituels. Sur les cavaliers, des costumes et des accessoires d'époque comme un turban blanc, des vêtements drapés, des babouches, un petit livret de coron et une épée arabe ancienne. Chaque année au Maroc se tient le salon du cheval d'El Dida dans l'Ouest, le plus important festival équestre du pays. Afin de protéger ce patrimoine, le Maroc a inscrit dans sa propre constitution le respect et la sauvegarde de sa diversité culturelle, notamment amazighe, hassani, africaine et juive. La bourrida est apparue au XIVe siècle. Elle symbolise effectuée par une troupe appelée de cavaliers et de cheval, alignés et au milieu desquels se place le chef de la tribu, le Muqaddim, avec sa monture. Du fait animal et après